Ce ressentiment lui évoque l'époque où prématuré, il était dans la cage de la couveuse, il manquait d'air. La couveuse lui apparaît alors comme la grille qui entoure et isole. Le ressentiment fait figure de cage qui reclue le sujet et l'empêche de se dire à fond. Maldinet écrivait dans le texte qu'il a consacré à Nicolas de Staël, qui est paru dans Ouvrir le rien, l'art nu. Chaque œuvre de Nicolas de Staël, dans les années 1945-49, se présente comme un faisceau ou un lacis de forme impulsive dont les éléments formateurs, nés d'une décision rapide, alors de Staël disait qu'il peignait extrêmement rapidement, hein, dans la vibration du coup de pinceau de spatule, loin de se perdre immédiatement en elles, font valoir leur énergie propre. Et il peignait, comme il le disait, lui il se plaignait à Pierre Lecuir de la lenteur de son travail, et il disait qu'il peignait à 1000 vibrations le coup reçu, voilà, très très fortement. Voilà. Ce qu'il disait aussi, et on sent là, mais c'est un peu long de rester fixé sur une même œuvre, la seule recherche sérieuse dans un tableau, disait-il, c'est la profondeur. Et dans Ressentiment, elle est donnée effectivement à travers cette grille de traits entrelacés qui aiguillonnent et qui aiguisent en arrière ou des plages de lumière. Elle enferme un espace vibrant, disait Maldinet, directement issu de l'énergie des couleurs vertes, bleues, violacées, disposées en longs traits juxtaposés, dont la compacité se déchire ou s'éclaire d'éclats blancs. L'homme du ressentiment, écrivait Maldinet, tourné contre lui-même, se verrouille dans le malaise de sa fermeture. Bien, je propose de laisser un peu cette peinture-là, et puis d'en prendre une autre à un autre moment. Alors ça, c'est la route d'Uzès, c'était des paysages qu'il peignait à côté de Ménherbe dans les années, en 1954. Alors, observez bien la structure parce que ça, c'était assez constant chez Nicolas de Staël. Vous voyez, ces espèces de formes triangulaires qui avancent de l'avant ou des côtés. Et ça, c'était dans les environs de... En fait, il appelle la route d'Uzès, mais il les peignait dans les environs de Ménherbe, où il avait acquis un castelet dans lequel il avait installé sa maison avant de partir dans son atelier à Antibes, là où il est jusqu'à la fin de sa vie. Et nous allons aborder une autre... Là, je vais suivre d'assez près. La reproduction n'est pas trop mal pour les contrastes. Je vais suivre d'assez près le commentaire qu'en a fait Henri Maldinet. Donc c'est la route intitulée entre parenthèses un paysage de Ménherbe. Alors, c'est une composition qui paraît très simple en apparence. Vous avez 5 masses, dont 4 sont pâles et une noire. Alors, si on prend, vous avez donc les quatre masses. Vous avez donc le bleu, le blanc, le triangle blanc où il y a l'arbre noir, l'autre où il y a plus de couleurs, celle d'avant, et la masse noire sur la gauche. 3 masses donc objets, arbre, foncé, une plus claire, très claire, sur la droite, et avec comme un écho d'arbre. Oui, hein, ça fait penser à... Voilà. Un des triangles de droite, donc fourmille, lui, de teintes pastel très variées, mais c'est une composition totalement animée et vivante. Là c'est pareil, on n'a pas les vibrations qu'on a avec l'œuvre quand on a la reproduction. Le vacillement de l'horizon s'accomplit, dans le seul acte de voir la peinture, la simultanéité d'éléments posés là, mais à la fois ils sont posés là, mais en tension et en expansion. On voit très bien à propos des arbres. Un éclat, des formes, denses comme des îles, disait Maldinet, surgissent, issues du fond, dont elles prennent la vigueur et les possibles, comme une graine mise en terre,
alors que sur la gauche s'avance la radiance d'un cône aux vertus de plaques tectoniques, c'est Maldinet qui dit ça aussi, artisane des forces qu'elle contient et qui la poussent aux craquelures de l'écorce terrestre. Cône noir, posé sur fond rouge, dont restent les franges. On ne voit pas trop, mais en fait, sous le cône noir, il y a des restes de rouge légèrement sur les côtés. Car la route, et c'est aussi pour ça que je le retenais, puisqu'on avait pensé venir comme ça sur les chemins de Maldinet et que Alain parlait de la marche chez Dubouchet, la route est le chemin des mortels sur la terre, même si sur cette toile, pas une âme n'apparaît, ni ne la foule. À l'évidence, ici nul marcheur n'eût ses godillots ou ses rangers, mais les trois arbres, formes vives, posés sur d'autres formes autonomes, à la limite de l'attraction et de la répulsion, captent l'énergie du fond. Maldinet dit « Les trois formes ne sont pas entre ciel et terre, mais elles déroutent, l'extrémité de la route, en avant de chaque pas possible. » Bon, qui dit route, évidemment, dit chemin et dit pas. Le fond est le champ de leur existence et de leur présence à soi. Cette peinture manque de fond, de celui qui apparaît pourtant patent, elle en appelle au vide. Et c'est vers ce vide que Nicolas de Staël est en route et en quête avec ses routes. La route n'est pas la voie, elle en indique seulement le possible avènement. La route est un appel à ouvrir en nous la voie, celle de l'œuvre certes, mais aussi celle du cœur. Au milieu, c'est frappant, la route fraye son chemin jusqu'à frapper son horizon comme un coin sur le ciel, dans la butée d'une masse noire au bout, pointe brisée, juste prévenue de la cassure de la couleur, plus rosée en avant de la rupture. La route n'est pas seulement ici celle visible au centre, mais le trajet invisible, fil noir, sur lequel reposent les formes noires arborescentes. Et je crois que c'est la force du tableau, c'est que la route n'est pas ou paraît seulement la route, mais qu'elle est faite de nombreux chemins possibles et potentiels dans l'œuvre elle-même. Dès le premier regard, l'œuvre s'impose de son là, dans l'instant de voir. Elle se pose à même son espace et elle vient décliner le temps. L'espace est alors vainqueur au jeu des éléments. Chaque masse peut faire voir son vide, l'évidement qui la tient là, sise en son lieu d'être, à sa place et dans sa ferveur. Refoulé par le quatuor de leur présence, le fond apparaît soudain dans l'éclat de sa plénitude. Et c'est intéressant de cette toile parce que le fond, à la limite, chaque partie peut devenir fond. Ça peut tout à fait tourner, non pas comme une chose circonscrite, justement, mais comme le lieu même d'un surgissement dont le tour a pour opération et enjeu la naissance d'un sujet. Et c'est ce que disait Alain de la poésie d'André Dubouchet. Il y a, et je ne sais plus qui disait ça, qu'en toute œuvre, qu'elle soit musicale, picturale, sculpturale ou poétique, il y a un rapport avec le natal. Bon, qu'on retrouve chez Hölderlin, évidemment, mais ce n'est pas seulement que dans la poésie, il y a aussi quelque chose avec... Pourquoi ? Parce que je crois que quand une œuvre nous touche, alors on n'est pas touché par les mêmes œuvres, il ne s'agit pas de dire que l'une est meilleure que l'autre parce qu'elle nous touche, mais ça a rapport avec le natal à la fois dans ce qui est la natalité même en cause chez l'artiste, et en même temps ce en quoi elle nous fait naître à autre chose que des images, ou des images du moi justement, mais qu'elle nous concerne comme sujet parlant par la même occasion. C'est-à-dire que en fait la route elle mène à une interrogation sur non seulement qui nous sommes, où nous allons, mais quel nom nous avons, quel nom nous prenons quand nous marchons sur la terre en terrestre justement. Et l'éclat de cette route peut, à certains moments, sonner comme une eau calme sur ce vide, sur le vide qu'elle établit, où peut s'opérer la mutation des éléments, pour parler comme quelqu'un qui était très cher à Henri Maldinet, François Scheng, quand il parlait du vide médian, le lieu où s'articulent les éléments.
L'éclat est le même, qu'il s'agisse d'un rouge, d'un bleu, d'un noir ou d'un blanc. Il n'est pas le côté éclatant d'une couleur qui primerait sur les autres, hein, d'une couleur qui pète, comme on dit aujourd'hui, mais il est le son, comme dit Maldinet, intérieur de la couleur elle-même. Et c'est effectivement quelque chose qui était très présent chez Nicolas de Staël. Le regard, pris finalement aux trois arbres, oublie la couleur noire et la traverse jusqu'à l'éclat du vide. C'est ce que disait Maldinet. Et Maldinet disait, je terminerai là-dessus, un tableau de Nicolas de Staël peut être dit accord. C'est ce que je disais moi, ça. Puis il dit, on ne peut l'aborder que tout entier à la fois à partir de lui-même. C'est pour ça que c'est difficile d'une certaine manière. Et on peut appliquer, pas spécialement à ce tableau-là, mais à beaucoup, qu'il y a à l'intérieur une opacité rayonnante. Et c'est ce que disait Staël quand il est revenu de son voyage en Italie en 1953. Il disait, la lumière est toujours d'une opacité rayonnante à Rome. Et on retrouve ce rayonnement, ce rayonné, très cher à l'œuvre de Staël, dans laquelle il parlait. Parce que si une opacité peut rayonner, hein, qu'une opacité à profondeur, seule recherche sérieuse pour Nicolas de Staël. Et Maldinet disait, telle étendue de gris est faite d'une quantité de gris dont les modulations au temps voisin engendrent une profondeur. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, je pourrais vous en parler longuement, et puis on